Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment lire les résultats d'un article scientifique. Donc tout d'abord, je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Donc sujet assez vaste. C'est vrai que quand vous commencez à lire des articles, la première chose sur lesquelles vous tombez la plupart du temps, c'est du texte. Et actuellement, la littérature, elle est plutôt orientée anglophone, anglo-saxonne, donc votre lecture va résider souvent sur vos compétences à lire de l'anglais. Donc, quand vous communiquez, quand vous voulez avoir de la lisibilité, ou comme aujourd'hui au Congrès, le texte, il a très peu d'importance, et on va se retrouver la plupart du temps avec des figures. Donc, comme ici, à droite comme à gauche, des box-plots ou boîtes à moustaches, ou alors ce qu'on retrouve souvent dans des études sur la mortalité en réanimation, des Kaplan-Meier, des analyses de survie. Pour peu que vous vous intéressiez à des revues systématiques avec des méta-analyses, vous allez vous retrouver avec ce genre de figures, donc des forest plots. Quand on n'a pas l'habitude, on peut vite être effrayé par tout ça. Donc, je tenais à vous rassurer. Quand vous retrouvez des résultats d'articles scientifiques, il faut savoir que la plupart des journaux actuellement, les journaux sérieux, les journaux internationaux, vont recommander aux auteurs de suivre des guidelines. Donc moi, ce que je vous conseille déjà, en premier lieu, pour pouvoir lire des articles scientifiques, c'est de connaître a priori le design de l'étude pour pouvoir connaître un peu comment c'est écrit au premier abord. Puisqu'au final, quand vous lisez par exemple une étude randomisée contrôlée qui porte du coup sur le guideline consort, au final, vous allez retrouver toujours à peu près la même pattern d'écriture depuis l'abstract jusqu'à la conclusion. Donc au final, à force de lire des études, d'en connaître le design, vous allez très facilement retrouver les informations que vous voulez chercher. Elles sont toujours à peu près positionnées à la même place. La problématique, c'est qu'il y a énormément de types d'études actuellement, de design, de l'étude contrôlée randomisée, de l'étude observationnelle, des case reports, de l'étude diagnostique. Donc, répondre à la problématique du jour, comment lire les résultats d'un article scientifique en 15 minutes, c'est assez sport. Donc, j'ai pris le parti de prendre une étude randomisée contrôlée, publiée encore une fois dans le Lancet, donc en 2017. Cette étude porte sur 2 groupes de patients en réanimation. D'un côté, un sevrage des sédations très précoces en post-opératoire de chirurgie abdominale, avec une optimisation du confort et de la ventilation mécanique, avec un passage très précoce en ventilation spontanée, et de l'autre côté, une comparaison avec un groupe pratique habituel. Donc dans cette étude, les auteurs ont décidé de vous présenter 2 types de figures. À gauche, un Kaplan-Meier, donc une analyse de survie, où là, ils reportent en fait la sortie d'hospitalisation dans les 28 premiers jours dans les 2 groupes. Et de l'autre côté, des boîtes à moustaches, où là, cette fois-ci, ils rapportent la durée d'intubation, donc le succès d'extubation. On va commencer par la première figure, plutôt à droite, le box plot, avec un petit rappel. Donc on va s'intéresser au groupe contrôle. Donc pour ce groupe contrôle, il est composé de 68 patients. Donc on va s'intéresser au délai jusqu'au succès d'extubation. Donc dans ce groupe-là, certains patients vont être extubés très précocement, par exemple H10, d'autres à H50, etc. Une fois que les auteurs ont recueilli leurs données sur l'ensemble de la population du groupe, sur les 68 observations, ils vont les trier de la plus petite observation, donc par exemple 8 heures ici, à la plus grande observation. Donc on va avoir un ordre croissant. Ensuite, pour avoir cette figure en box plot, on va séparer les populations en 2 groupes symétriques, sans prendre en compte les valeurs des observations. C'est-à-dire qu'on va juste séparer d'un côté les 34 observations les plus petites et de l'autre les 34 observations les plus importantes. Cette valeur-là n'est autre que ce qu'on appelle la médiane, et ce qui est représenté donc sur le box plot, ici, comme la ligne centrale. C'est vraiment un marqueur de position. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on a vraiment un découpage ici de votre population d'observation en 2 groupes de 50-50. Maintenant, si on s'intéresse à la boîte en elle-même,
vous allez avoir en dessous de la médiane, et entre la médiane plus précisément et le bord inférieur de la boîte, juste ici, vous allez avoir ce qu'on appelle le premier interquartile. Et au-dessus, le troisième interquartile. Sachez qu'entre la médiane et ses bords, on retrouve encore une fois un découpage de l'ordre de 25%. Donc au final, dans cette boîte, vous allez avoir encore 50% des observations. Pour continuer le découpage de la boîte à moustaches, au final, on a vraiment scindé nos observations, sans prendre en compte les valeurs en elles-mêmes, en 4 quarts. D'accord ? Donc au final, sous la boîte et au-dessus de la boîte, on va encore avoir 25% des observations. Ce qui voudrait dire qu'au final, le bord supérieur des boîtes à moustaches et le bord inférieur de la boîte à moustaches représentent au final la valeur minimale et la valeur maximale. Ça, ce n'est pas tout à fait vrai, ça va dépendre du modèle utilisé par les auteurs pour représenter la figure. On va s'intéresser maintenant à la figure globalement. Donc, si on s'intéresse au groupe contrôle, qui est ici, vous avez une médiane à 50 heures. Dans le groupe intervention, on retrouve une médiane à peu près à 10 heures. Si on prend simplement ce que j'ai dit, ici, 50 heures, ça veut dire qu'en dessous de 50 heures, on a 50% des patients du groupe contrôle qui ont été extubés avant la 50e heure. Ça veut aussi dire qu'il y a 50% des patients qui sont extubés après 50 heures. Alors que dans le groupe intervention, on voit que 50% des patients sont extubés avant à peu près la 10e heure. Donc on a vraiment une différence visuelle pour le moment qui paraît importante. Maintenant, ce qu'on va se demander, c'est si cette différence visuelle, est-ce qu'elle est imputable au hasard ou est-ce qu'elle est vraiment statistiquement significative? Si on regarde le texte associé, on voit qu'effectivement, il y a une différence statistiquement significative qui est observée, puisqu'on a 50% du groupe contrôle avec une médiane à 50 heures, avec des données entre 29 heures et 93 heures. Alors qu'on voit très bien ici que le groupe intervention, les données sont beaucoup plus tassées et on retrouve 50% de la population avec des durées d'extubation entre 4 et 36 heures. On aurait très bien pu se passer du texte vu qu'au final, tout est dans la figure. Ici, on retrouve en haut à droite le test statistique associé qui montre effectivement une différence significative entre les deux groupes. On va s'intéresser maintenant à la deuxième figure, qui est un Kaplan-Meier. Donc, les analyses de survie, on les utilise généralement pour répondre à une double question. La première, c'est est-ce qu'il y a un événement qui s'est produit? Et la deuxième, c'est de se dire quand cet événement il s'est produit. Donc là, pour l'étude, ils ont créé 2 groupes avec un recrutement consécutif et ils se sont demandé, l'événement qui nous intéresse, c'est sortie de l'hôpital. Donc ils vont regarder chez les patients, est-ce qu'il y a des patients qui sont sortis de l'hôpital et est-ce que c'est avant ces 28 jours? Donc on a des patients qui vont sortir, on a des patients qui vont décéder, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne nos 136 patients et nos 136 observations. Maintenant, on va s'intéresser à comment construire cette figure. Au final, on va s'imaginer qu'on a recruté les patients tous en même temps. Donc, ils ont une même date d'inclusion, d'un point de vue purement pédagogique, pour construire la figure. À J1, on voit qu'on a encore 69 patients hospitalisés en réanimation. Aucun décès, aucune sortie. On voit ici qu'il va y avoir 2 événements qui vont apparaître. Une sortie d'hospitalisation et un décès. L'événement qui nous intéresse ici, c'est sortie de l'hospitalisation. Donc, à chaque fois que vous verrez des marches d'escalier, puisque c'est une figure très typique, le Kaplan-Meier en marche d'escalier, c'est qu'en fait, on a un nouveau calcul ici de la probabilité de sortie à l'instant T où l'événement s'est produit. Cette probabilité, elle va dépendre du nombre de patients à risque d'événement, c'est-à-dire avant l'événement, combien de patients sont à risque de présenter encore l'événement. Donc on voit qu'à J7, chez ces patients, on a encore 62 patients hospitalisés,
une seule sortie et 6 patients décédés. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'on va avoir un événement, on va refaire ce calcul. Enfin, en bas de la figure, le plus souvent, les auteurs présentent le nombre de patients à risque d'événement, c'est-à-dire le patient pour qui l'événement peut se produire. Donc on retire généralement les patients décédés parce que malheureusement, l'événement ne peut pas se produire. Si on s'attache maintenant à la figure dans son ensemble, donc ce qu'on peut remarquer, en rouge, le groupe intervention, en bleu, le groupe contrôle, on voit effectivement qu'a priori, dans le groupe intervention, on observe plus de sorties puisque la courbe elle est tout simplement plus ascendante. Donc, c'est très simple, si on regarde à 28 jours, dans le groupe contrôle, il nous reste 33 patients hospitalisés, alors que dans le groupe intervention, on est à 23 patients hospitalisés. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre les deux groupes, et à peu près avec le même nombre de décès. Vu que dans le groupe contrôle, on a à peu près 17 patients décédés versus 16 dans le groupe intervention. Si on s'intéresse maintenant toujours à la même question, c'est est-ce que cette différence elle est due au hasard ou est-ce que c'est statistiquement significatif? Effectivement, le texte le démontre, c'est statistiquement significatif. Maintenant, toujours pareil, au final, la figure se suffit à elle-même puisque on retrouve en haut à droite de l'écran le test statistique associé, qui est significatif. Alors, en tant que clinicien, il y a quelque chose qui est hyper important. Là, dans les études que je vous ai présentées, on a effectivement des résultats qui sont statistiquement significatifs, que ça soit ici sur la durée d'hospitalisation. Donc, a priori, les patients dans le groupe intervention avec des sédations, une désédation précoce, une adaptation au ventilateur, sortent plutôt de l'hôpital et sortent plus, tout simplement. Cette différence, elle est statistiquement significative. Et dans le groupe, pour la figure durée d'extubation, on a vraiment des patients qui sont extubés plus précocement. Donc, effectivement, il y a un aspect qui est statistiquement significatif. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que pour nous, il y a un intérêt clinique? Et quand on lit des articles scientifiques, je pense que c'est la chose peut-être la plus importante. Ok, c'est statistiquement significatif, mais est-ce que derrière, nous, en tant que soignants, on peut en tirer quelque chose pour que ça soit bénéfique pour nos patients? Donc, effectivement, dans cette étude, se dire que les patients sortent plus tôt de l'hôpital, sont intubés moins longtemps, ça paraît important pour nous, puisqu'effectivement, les chiffres sont assez parlants. On a vraiment des patients qui sortent plus tôt, donc probablement avec un moindre coût, avec moins de complications et moins de morbidité. Donc simplement maintenant pour résumer cette présentation, donc pour lire des articles scientifiques et notamment les résultats, moi ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de lire les guidelines. Quand vous voulez lire un article, si vous n'avez pas l'habitude, prenez un guidelines à côté, donc par exemple pour les RCT, le consort, pour voir un peu comment c'est écrit. Et à force de lire, en fait, vous retrouvez toujours le même schéma. Le texte, il est toujours assez imbuvable dans les articles, et il y a beaucoup de personnes qui, au final, se contentent de lire les figures, l'abstract, la conclusion. Donc, c'est vraiment important d'avoir des figures lisibles actuellement dans la littérature. Ensuite, les box plots que je vous ai présentés, c'est vraiment une façon de présenter une distribution des résultats, que ce soit en termes de dispersion, de symétrie. On a bien vu la différence entre les deux groupes. Et enfin, le Kaplan-Meier que je vous ai présenté, c'est vraiment une façon de poser le cadre sur deux questions. Est-ce qu'il y a un événement qui est survenu? Et surtout, à quel moment il apparaît? Enfin, statistiquement significatif, c'est beau, mais pour nous, ce qui est probablement le plus important, c'est aussi statistiquement et cliniquement pertinent. Je vous remercie pour votre attention.